près du micro. Ça va mieux comme ça? Non, toujours pas? Ça va mieux comme ça? Il faut que je fasse une grosse voix. D'accord. Alors, je vais faire une grosse voix. Bonjour et bienvenue à tous donc, pour ce congrès. En fait, la session qui s'intitule donc Être bibliothécaire et migrante, en fait, porte sur un sujet que l'association a évoqué en bureau national à l'initiative d'un projet que nous a transmis Philippe Collomb, qui s'appelle le projet Livre Exil, et sur la question migratoire. En fait, alors que les classes politiques semblent parfois, même plus que souvent, un peu tétanisées par les questions migratoires, aux quatre coins de l'Europe, par la présence de réfugiés et de migrants, l'ABF, donc le Bureau national, s'est saisi de cette question pour tenter d'y répondre à travers le projet qu'on va vous présenter. Alors, ce n'est pas un projet qui est totalement bouclé, c'est un espèce de working progress qu'on va vous faire. Voilà. Donc la priorité, en fait, pour le Bureau national, ça a été de réfléchir ou de participer à une réponse commune sur le champ professionnel et sur cette question migratoire. Voilà. Pour ça, nous avons pensé à cette session qui va se dérouler en 4 temps, en fait. La première intervention, qui sera celle de ma collègue donc Agnès, de France. Bonjour Agnès. Agnès est aussi présidente du groupe ABF Languedoc-Roussillon et elle est aussi référente et rôle-thèse de l'association SOS Méditerranée. Elle est actuellement chargée de mission à Pierre-Vive. Voilà. Donc la première intervention d'Agnès va porter sur une contextualisation des questions migratoires. La deuxième intervention, qui sera celle de Philippe. Bonjour Philippe. Qui est directeur adjoint à la médiathèque Françoise Sagan, donc à la ville de Paris, portera, elle, sur une présentation des 2 ouvrages qui ont été très bien chroniqués, très bien interviewés dans le numéro de la revue Bibliothèque, les ouvrages donc de Lucie Dodin et de Isabelle Antonucci sur les questions sur l'accueil des migrants. Après, en fait, l'intervention de Philippe, nous aurons donc une interview qui sera entre donc, Philippe Collomb et Mourad Al-Natour, qui est technicien audiovisuel et qui vous présentera en fait tout son parcours, donc qui, à mon avis, vous éclairera sur bien des points. Technicien audiovisuel à l'Université de La Rochelle, c'est ça, Mourad? Voilà. Et pour finir, nous aurons un petit temps où nous échangerons sur le projet, sur le working progress, en fait, de là où on est, de ce qu'on souhaite faire par rapport aux questions migratoires. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue Agnès. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Bonjour. Alors, parler des flux migratoires en Europe en 10 minutes, c'est un peu une gageure. Donc, je vais essayer de faire très vite. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension parce qu'il y a sûrement des grands oublis. Je suis en plus pas du tout sociologue, je suis bibliothécaire. J'ai pris petit à petit cette problématique des migrants à titre individuel de citoyen. Et donc, je n'ai aucune compétence spécifique en la matière. Donc, voilà, j'espère que la petite présentation ne vous heurtera pas trop ou il n'y aura pas de trop grosses erreurs. Voilà. La première chose, juste un rappel tout simple de l'Europe. L'Europe, ça a été pendant très longtemps un continent d'émigration parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui ont envoyé les Européens, enfin qui ont permis aux Européens de partir. Pourquoi? À cause des guerres, à cause des problèmes économiques, enfin, ce qu'on entend aussi actuellement maintenant. Voilà. Et depuis quelques décennies, ce continent de l'Europe eh bien, voit les 2 mouvements, émigration et immigration. Ça me semblait peut-être quelque chose de simple pour vous, mais d'important à rappeler. Autre rappel aussi, qui a provoqué un grand changement dans les flux migratoires, principalement en Méditerranée, ce sont des situations très très instables. En particulier, je remonte seulement au début des années 2000, puis ensuite 2010-2011, avec l'état de guerre civile en Libye qui a provoqué de
grosse déstabilisation dans ces mouvements migratoires, puisque les mouvements migratoires en Libye, c'est quelque chose qui date d'il y a déjà longtemps, mais là, la situation est devenue terrible avec l'état de guerre permanent en Libye. Également, se rappeler que dans d'autres pays d'Afrique, il y a aussi des zones qui sont très, très fragilisées, qui explique pour partie ces grands flux migratoires que l'on a vus dans les années 2010, depuis les années 2010. Alors, vous présentez un petit peu mieux ces flux migratoires, ces routes migratoires. Donc, il y en a 4 très très importantes, 5 même, autour de l'espace Schengen, puisque vous voyez en vert, c'est l'espace Schengen. Donc, vous avez sur le côté de l'ouest, vous avez la route de l'Afrique de l'Ouest qui touche les Canaries. Puis ensuite, on a 3 routes qui concernent la Méditerranée, avec l'ouest de la Méditerranée, le départ plutôt du Maroc pour l'Espagne, puis la Méditerranée centrale, qui est donc cette route qui est la plus mortelle actuellement de ces routes migratoires. L'autre route, c'est également la route de l'Orient, de la Méditerranée orientale, et vous avez la route des Balkans. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les frontières se sont durcies, que l'Europe centrale s'est complètement fermée, ce qui explique pour partie l'arrivée sur le côté méditerranéen et sur cette route de la Méditerranée centrale. Les informations que je vous montre là, sur lesquelles je me suis appuyée, sont tirées de soit Info Migrants, soit le site de l'OIM, également les sites sur lesquels on peut se reposer pour avoir des informations fiables et vérifiées. Quelques chiffres tout de même. 2016, 390 432 arrivés en Europe, plus de 5000 morts en Méditerranée. 2017, donc une baisse. Les années 2015 et 2016 ont été les plus importantes et les plus terribles. Mais bon, 2017, voilà, presque 187 000 arrivés, avec une proportion qui augmente, hein, plus de 3000 morts. Et là, nous ne sommes qu'au mois de juin. Les chiffres, je les ai pris en fin mai, la semaine dernière. On était déjà à plus de 35 000 arrivés et plus de 650 morts. D'ailleurs, on est maintenant à 660 et quelques morts en Méditerranée. Mare Nostrum, notre mer, donc la mer Méditerranée. Voilà, cette carte qui vous montre bien cette situation catastrophique avec les chiffres que vous voyez là, donc sur les 3 courants de la Méditerranée orientale, la Méditerranée centrale et l'ouest, et cette route de la Méditerranée centrale qui vraiment encore présente le plus de morts. C'est la route vraiment la plus dangereuse. Alors, j'ai voulu tout de même vous parler un tout petit peu de SOS Méditerranée. Bon, parce qu'effectivement, j'en fais partie. C'est à ce titre-là, peut-être que vous m'avez sollicité. Mais aussi parce que SOS Méditerranée, c'est une association européenne et citoyenne. Européenne parce que l'Allemagne et la France ont créé cette association en mai 2015, qui a permis, grâce à une levée de fonds citoyenne hors du commun, de mobiliser les fonds nécessaires en quelques mois pour affréter l'Aquarius, dont vous avez sans doute entendu parler. L'Aquarius qui, depuis février 2016, sillonne cette partie de la Méditerranée centrale et vient en aide aux migrants. L'Aquarius qui a donc actuellement sauvé, est venu en aide à plus de 28 600 personnes. Et pour le début de l'année, janvier 2018, nous sommes à peu près 2300, même un peu plus de 2300 personnes sauvées. Alors SOS Méditerranée n'est pas la seule ONG présente en Méditerranée centrale. Il y a encore actuellement
une association, une ONG espagnole, mais SOS Méditerranée est l'association qui a le plus gros bateau, puisqu'on peut accueillir 600 personnes à peu près sur ce bateau, et que depuis l'été dernier, là où les conditions d'intervention se sont durcies entre l'Italie, la Libye, l'Union européenne, beaucoup d'ONG sont parties. Même MSF, qui avait un bateau, est parti. MSF est encore avec nous pour le pôle médical de l'Aquarius, mais on n'a plus le Prudence, qui est parti sur d'autres zones. Et donc, on est vraiment très, très peu nombreux en Méditerranée, alors que même s'il y a moins de départs, les conditions sont encore plus dramatiques qu'auparavant. L'accueil en France, au départ, j'ai voulu commencer à vous lister des associations. Et puis finalement, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je ne vais pas vous faire une liste qui va défiler comme cela. Il y a énormément d'associations. Je ne voulais pas proposer une association à la place d'une autre. Donc je vous donne juste ce site, de nouveau, le site d'Info Migrants, qui répertorie les associations de défense des droits de l'homme, les collectifs et autres associations d'accueil de migrants. Dernière chose, voilà. Je ne voulais pas terminer cette très 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 rapide présentation sans vous signaler l'association Ancrage, pour faire un lien aussi avec notre congrès, avec nos professions de bibliothécaires. Ancrage, c'est une association qui a été créée en novembre-décembre 2016 d'illustrateurs, d'auteurs de livres de jeunesse, qui donc, cette association promeut le livre de jeunesse, mais au profit des migrants, des accueils de migrants. L'association est très 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 active à Paris et elle a fait des émules également en province. Et je ne vous le lirai pas, mais peut-être vous aurez le temps, voilà, où vous pourrez le découvrir. L'article 10 de la Déclaration des poètes de Patrick Chamoiseau est un très bel hommage à ces migrants, à ces héros qui tentent de traverser la Méditerranée ou d'autres lieux pour quitter les pays dans lesquels ils sont en danger. Merci. Merci Agnès. Voilà, maintenant on va prendre... Tu veux prendre la parole, Philippe ? Oui. Je voudrais aussi... à la fin, il y aura évidemment un petit temps pour des questions et du coup, j'aurais aussi aimé la participation de nos collègues qui sont présents, qui sont aussi des connaisseurs du sujet. Je pense à notamment Raphaël et puis aussi à Farida de la BPI. Voilà, j'espère qu'on pourra compter sur vous à la fin et votre expérience. Je vous remercie. Je te laisse la parole, Philippe. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je vois que le temps tourne et que si on veut avoir un temps d'échange, je vais être assez bref. Merci Agnès pour cette présentation qui rappelle un peu le contexte franchement dramatique. C'est vrai que dans un congrès de bibliothécaires, c'est assez rare qu'on aborde des sujets aussi marqués par le drame humain. Et c'est sans doute pour ça aussi que c'est assez exceptionnel que les deux grandes collections de littérature professionnelle qui sont la boîte à outils aux presses de l'ENSIB et la collection bibliothèque au Cercle de la Librairie, je crois que c'est une petite première historique. Ces deux grandes collections ont sorti 2 ouvrages quasiment sur le même thème en même temps. Comme quoi, il y a une urgence dans la profession. Je pense que tout le monde l'a entendu. Donc, on n'a pas le temps aujourd'hui de revoir tout ce qu'on peut faire en bibliothèque pour les migrants. J'imagine que dans la salle, beaucoup de collègues aussi se sont impliqués. Je crois que ce qu'il faut retenir à la base, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Ça, c'est sûr. C'est ce que nous apprennent aussi, ces ouvrages. Alors, les 2 ouvrages, c'est vraiment les sources. Il y a ces 2 ouvrages plus le film sur les ateliers de conversation. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce film très intéressant sur les ateliers de conversation qui sont menés à la BPI, Raphaël pourra vous en parler, qui est là. Bon, allez, lève ta main, Raphaël, comme ça les gens voilà. Si vous voulez parler de ça, c'est aussi parce que ça interroge sur la posture des bibliothécaires par rapport à cette population et aussi comment on s'articule avec les associations.
Donc les deux ouvrages, ils sont assez différents l'un de l'autre. Selon le principe de la boîte à outils, donc aux presses de l'ENSIP, donc je vous donne les coordonnées complètes, c'est accueillir les publics migrants et immigrés, interculturalité en bibliothèque, et ça a été dirigé par Lucie Daudin. C'est un livre qui se présente comme un livre pratique, comme toujours les boîtes à outils, avec notamment à la fin un petit memento, et on peut reprendre, parce que le memento finalement reprend l'essentiel de l'ouvrage, et donne 4 recommandations qui sont d'abord comprendre. La première, et c'est vrai que comprendre la population migrante en France, c'est un des éléments essentiels pour mettre en place une action. On est face à des populations qui sont dans des situations sociales souvent inimaginables pour nous, de très grande précarité sociale, et c'est vrai qu'ils ont parfois des impératifs qu'on ne peut pas négliger. C'est vrai qu'il y a des collègues qui se posent des questions sur le fait de fournir des prises électriques, de fournir des toilettes, de fournir des endroits, des points d'eau. On est sur ces besoins primaires pour une partie de la population migrante en France, et c'est vrai qu'il faut le prendre en compte, et il faut aussi prendre en compte une certaine interculturalité, notamment sur la façon d'habiter le temps, comme je trouvais que c'était une expression qui a été employée dans une journée d'études sur les migrants. Souvent les migrants habitent le temps de façon différente que nous, avec parfois vous donnez un rendez-vous à 10h et la personne arrive à 13h et trouve ça tout à fait normal, et c'est pas une difficulté, c'est simplement nous aussi qui devons nous adapter à ces questions. Donc Lucie donne des exemples de comment travailler avec ça. La deuxième recommandation, c'est s'entourer, et ça c'est vraiment la recommandation essentielle et qu'elle illustre très bien aussi dans le livre à plusieurs reprises, c'est de travailler avec des associations, de ne pas rester seul avec ces questions, de comprendre ces populations aussi en s'inscrivant dans un territoire. Merci pour la mention de l'association qui travaille sur la littérature jeunesse, mais c'est vrai que souvent les associations qui aident les personnes migrantes ne connaissent pas les bibliothèques et ne reconnaissent pas les bibliothèques comme un partenaire avec qui elles peuvent travailler. Souvent ils utilisent les bibliothèques mais de façon plus ou moins anonyme, et ils ne rentrent pas en dialogue avec la bibliothèque. Donc là aussi Lucie revient sur plusieurs expériences où à un moment donné les bibliothécaires vont au devant des associations pour dialoguer et pour construire ensemble un projet, et c'est essentiel pour la réussite du projet. Je pense que tous ceux qui ont eu cette expérience le savent. Communiquer, c'est aussi un élément important, et c'était un des fondements du projet Exil Livre aussi, c'était cette idée que en tant que profession, il faut on peut aussi affirmer certaines valeurs, notamment les valeurs d'accueil universel qui sont, je pense, dans l'ADN de notre profession. Mais à un moment, il faut le dire, souvent, les actions qui sont menées en direction des migrants elles se font, mais elles ne sont pas affichées, elles se font dans un petit coin. Moi, pour être très simple, à Françoise Sagan, c'est plus simple de faire les cours de français qu'on propose le matin, hors des horaires d'ouverture. Et donc, les migrants partent avant l'ouverture au public. Donc, finalement, ils sont invisibles. Ce n'est pas une volonté de notre part de les invisibiliser, c'est pour des raisons pratiques, parce que du coup, les espaces sont libres et qu'il n'y a pas de public, et c'est plus simple. Mais en fait, ça pose une question après, ça veut dire, les lecteurs qui découvrent qu'on donne des cours, ils nous disent « mais pourquoi vous ne le faites pas savoir ?» Et je crois qu'on a vraiment, c'est important, et Lucille le rappelle beaucoup, il faut aussi expliquer, c'est de l'advocacy, c'est aussi expliquer auprès de nos élus, auprès de nos usagers, parce que globalement, les usagers, ils sont hyper contents quand on leur dit qu'on fait des choses pour les migrants, qu'on fait des cours de français gratuits, qu'on prête des prises électriques, qu'on leur apprend à utiliser l'informatique. Ils sont hyper contents, et c'est des soutiens qui sont essentiels aussi. Et si on veut maintenir un projet, il faut aussi que les autres usagers soient avec nous et comprennent notre démarche, et qu'on comprenne qu'on ne fait pas ça, que ce n'est pas un pis-aller parce que les migrants sont là, c'est parce qu'on a choisi de les accueillir et qu'on a choisi en tant que profession, en tant que professionnel de l'information, d'apporter notre pierre à l'accueil de cette population sur le territoire national. Et puis enfin, les dernières recommandations que donne Lucie dans son ouvrage, c'est s'adapter, se former, être toujours en écoute. C'est vrai que l'immigration est un sujet complexe, avec beaucoup d'enjeux qui sont parfois difficiles un petit peu à décrypter. Il y a une question de vocabulaire. Aujourd'hui, on a pris le parti de dire migrants, mais si on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait distinguer les allophones, les étrangers, les migrants, les immigrés, les expatriés, les étudiants
Erasmus, qui sont aussi des gens... Enfin voilà, il y a toute une population qui sont différentes, il y a plein de nuances, et c'est vrai que c'est important aussi de le savoir. On a l'expérience d'avoir aussi, je pense que c'est pas parce qu'on est bibliothécaire qu'on connaît toute l'histoire de l'immigration et l'histoire actuelle, enfin ce qui se passe actuellement, et que c'est aussi important que les collègues se resituent dans quel contexte on intervient par rapport aux migrants. Voilà, donc ça c'est l'ouvrage de Lucie Daudin aux presses de l'ENSIB. Je peux que vous recommander sa lecture si vous voulez. Il y a des exemples très pratiques, et ensuite elle ouvre sur une dimension qui finalement elle a mis dans le titre mais qui n'est pas si travaillée que ça dans le livre, soyons honnêtes, qui est la question de l'interculturalité, comment on fait rentrer de l'interculturalité dans notre approche, et notamment dans nos approches d'animation, comment on fait rentrer toutes les langues. La France a un rapport, ça va enfoncer une porte ouverte, mais la France et les Français ont un rapport très spécifique à la langue française, la nation unique et la langue unique. Et c'est vrai que faire rentrer d'autres langues dans nos animations, faire des heures du conte multilingues, faire entendre les autres langues et les accepter dans les espaces des médiathèques, ça reste souvent un enjeu et une question. Et là aussi, je pense que la profession a travaillé. L'autre ouvrage que je peux aussi vous recommander vivement, c'est l'ouvrage qui a été dirigé par Isabelle Antonucci, Immigration et Bibliothèque, dans la collection Bibliothèque au Cercle de la Librairie. C'est un ouvrage assez différent de celui de Lucie, puisque pour le coup, il assume complètement d'être sur un terrain beaucoup plus politique, un terrain beaucoup plus des principes, des enjeux du multiculturalisme en France actuellement, avec des positions peut-être moins pragmatiques et plus tranchées, plus théoriques, mais bon, qui participent aussi au débat professionnel, justement, sur cette question du multiculturalisme dans les bibliothèques et sur la culture dominante et l'acceptation des cultures minoritaires dans les espaces des bibliothèques. C'est une approche assez différente qui va s'appuyer beaucoup sur des exemples étrangers. Lucie, volontairement, s'est concentrée sur des exemples français pour être justement dans une approche extrêmement pratique. Isabelle a souhaité élargir le débat en s'intéressant aux autres approches qu'on peut trouver dans d'autres pays. Donc voilà, les deux ouvrages sont très complémentaires, et une des spécificités de l'ouvrage d'Isabelle Antonucci, c'est aussi de s'intéresser, et ça va faire le lien avec la suite, à la place des collègues issus de l'immigration dans nos équipes. C'est sûr qu'en termes, si on veut aussi envoyer des signaux positifs du multiculturalisme et de l'ouverture aux autres dans nos établissements, c'est sûr que la présence d'agents issus parlant d'autres langues que le français, parlant des langues de l'immigration en France, et étant en capacité de faire ce pont, est une question importante. On a fait une journée d'études où il y avait une collègue d'origine polonaise qui avait un fort accent, qui parlait très bien français, mais qui avait gardé un accent polonais pour son histoire, son rapport avec la langue française, et qui disait que tous les jours, ses compétences professionnelles étaient remises en question, parce qu'elle parlait avec un accent. Et que du coup, alors que ça fait 20 ans qu'elle travaille en bibliothèque, qu'elle est spécialiste de la littérature du XVIe siècle, elle doit être beaucoup plus spécialiste que moi de la littérature du XVIe siècle, et française, hein, évidemment, et ses compétences professionnelles étaient remises en question. Donc là aussi, en tant que profession, je pense qu'il y a une question à se poser sur quel est notre rapport avec la culture, et avec quelle culture, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de service. Et du coup, voilà le lien qu'on voulait faire. Donc, c'est des questions, c'est des questions qui sont plus abordées. Il y a des portraits de collègues bibliothécaires qui sont issus de l'immigration et qui sont bibliothécaires et qui racontent ce qui se passe. Il y a une collègue noire qui raconte comment, quand même, ses compétences professionnelles, enfin, que très régulièrement, on lui demande où est la directrice, parce qu'on pense qu'elle est la femme de ménage, et c'est elle, la directrice. Voilà, que les visiteurs extérieurs ont encore ces représentations-là. Une directrice de bibliothécaire, ça ne peut pas être une femme noire. Et elle raconte ça, et je pense que ça nous interroge aussi. Alors, encore une fois, on est sur un terrain plus politique, plus prospectif, mais qui interpelle de façon aussi assez vive nos postures professionnelles et nos représentations professionnelles. Je ne sais pas, on a dit une interview, mais je ne sais pas comment on peut faire pour que Mourad nous parle un petit peu de son parcours, et puis de cette césure
essentiel dans sa vie qu'a été ce moment de migration. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre vie, je ne sais pas comment on dit, la vie d'avant? Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à La Rochelle. Je tire votre attention si tu ne comprends rien. Oh, l'accent, c'est pas bon, c'est à cause du microphone, c'est pas à cause de moi. En fait, je m'appelle Mourad Al-Natour, je viens de Syrie. De Syrie ou de la Syrie? De Syrie, d'accord. Je vais prêter la parole de Simone de Veil. On n'est pas des migrants, on y devient. Je n'ai pas né comme ça, je trouve moi migrant ou réfugié. En fait, j'étais dans une vie très agréable, un bon travail, j'encadrais 200 personnes et la vie est belle. Et soudainement, le nuage, l'orage, la révolution a commencé, on est obligé de changer la vie, on est obligé d'être migrant, réfugié. À cause d'une décision de ne pas accepter la dictature et les criminels, etc. Après, en fait, j'étais obligé en mars 2013 de partir, de sortir vers la Jordanie, où je travaillais. En Syrie, je travaillais à la télévision syrienne. Comme j'ai dit, j'ai cadré 200 personnes. En Jordanie, je travaillais comme un directeur exécutif pour une chaîne de télévision. Après, les choses ont mal passé. Après, les choses politiques, le tournoi d'Obama vers l'utilisation de l'arme chimique, etc. Après, j'étais obligé aussi de sortir de Jordanie. J'ai la chance d'avoir l'aide de Reporters sans frontières et d'arriver en France en avion, pas par la Méditerranée, pas à pied. Même j'ai traversé la frontière entre Syrie et Jordanie à pied. Mais j'ai la chance d'arriver en France avec ma famille en même temps. On est arrivé en France, je suis arrivé en France en octobre 2014. Au premier moment, je pensais qu'est-ce qu'on va faire. On a rené à 40 ans. Moi, je renais autrefois à 40 ans. Il faut apprendre comment parler, comment. Il faut ajouter la CV, toutes les choses, les compétences. Non, il faut trouver une solution pour adapter, pour s'intégrer. Et je me trouvais dans un triangle, on peut dire. Un sommet, c'est le travail, et l'autre sommet, c'est la langue, et le troisième sommet, c'est le logement. En fait, avec l'association qui aide la réfugiée, le CADA et la France d'asile, elle m'a mené un logement pour moi et ma famille. D'accord, c'est très bien. Le premier obstacle, il était éliminé. Il faut travailler sur la langue. Et pour trouver un travail, soit je vais accepter le déclassement, le très grand déclassement, travailler dans un bâtiment, dans les choses comme ça, et c'est un ordre. Ce n'est pas pour moi, pour tous en fait. Si j'ai des compétences, si j'ai des choses à donner, il faut l'utiliser, il ne faut pas l'ajouter. Pour cela, je commençais à apprendre le français. Je commençais avec bonjour et bonsoir. C'est facile. Après, j'ai cherché les cours de français partout, mais pas en bibliothèque. En Charente-Maritime. Comme quoi, on n'est pas encore identifié. Des associations, des centres sociaux qui aident. Après, je dis pourquoi pas m'orienter vers l'université. En fait, j'ai inscrit à l'université. J'ai repris mes études. En fait, j'ai Bac plus 5 en Syrie. Et ici, j'ai cherché, je trouvais une licence professionnelle qui peut m'aider beaucoup de
de bien adapter avec le travail. Et je me suis inscrit à l'université pour licence professionnelle lettres, culture et nouveaux médias, qui est très proche de mon travail. Et j'ai réussi d'avoir le diplôme avec mention bien. Merci pour votre félicitation. En fait, dans le cadre de ce diplôme, j'ai fait 3 stages dans le même domaine. Un stage à la mairie de La Rochelle, au pôle communication, et le deuxième dans un centre social aussi pour développer un site internet comme ça. En fait, pour dire remercie pour le centre social qui m'a aidé d'apprendre le français. Et la troisième, j'ai fait au pôle audiovisuel à l'université de La Rochelle. Et à la fin de mon stage, il y a un poste qui est libéré. C'est bien. Il y a un recrutement, j'ai postulé, et il y a un entretien, un recrutement, et j'ai passé. Et j'ai commencé en octobre 2017, j'ai commencé à travailler à l'université. En fait, avec développer la langue et les stages que j'ai fait comment on dit, actualisation de mes connaissances, de mes compétences, parce qu'il y a un coupure, une période qui j'ai arrêté de travailler. Et avec ça, j'ai fait mes ajouts de mes compétences. Et je trouve l'important, est-ce que j'ai beaucoup de temps? Il y a quelques points qui sont essentiels. Le premier, c'est que la personne soit capable de regarder sur soi-même, d'être conscient de son situation, d'accepter le déclassement, parce qu'on ne peut pas avancer si on arrête sur ce point. La deuxième, d'accepter le déclassement et de développer la langue et d'accepter d'oublier un petit peu le passé. Aussi, il faut trouver un ambiance, un environnement qui accueille. Sinon, on ne peut pas, en fait. Et il faut travailler et réfléchir sur soi-même. Il faut travailler sur les langues. Il faut... Et vous avez été accompagné par des associations ou c'est un parcours uniquement personnel que vous nous décrivez là? En fait, la première année, il y a un accompagnement administratif pour avoir les papiers, pour comprendre mais après, c'est... Mais toujours le chance ou l'occasion d'avoir des amis qui m'aidaient, qui m'a facilité les choses, en fait. Merci, c'est très impressionnant. Et puis, je crois que c'est très juste dans le positionnement. C'est très intéressant, mais on va poursuivre. Oui. Alors, à la table, donc, une de nos collègues est arrivée, qui est Cécile Trévian, qui est responsable de la commission formation. Et en fait, je vais lui passer le micro. Merci Agnès. Voilà. Donc, on va échanger avec vous, en fait, autour du projet que l'association souhaite mettre en place. En fait, afin de faciliter, donc, d'aider nos collègues à poursuivre leur parcours, on essaye. D'accord, je parle plus fort. J'ai peur de ma voix. Enfin bon. On essaye en fait d'aider nos collègues à travers donc une des valeurs de l'association qui est la formation. Donc ce qu'on essaye ou ce qu'on envisage de faire, c'est de développer une formation qui pourra permettre donc, aux collègues migrants ou réfugiés de s'intégrer plus facilement dans les bibliothèques professionnellement. Voilà.
Ça, c'est ce qu'on envisage de faire, c'est l'absolu. Alors, actuellement, comment on fait? C'est un peu plus compliqué. Voilà. Voilà. En fait, déjà, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment la question de la langue, la question de, comme l'a dit, réfugiés, migrants, c'est des termes génériques. Il y a beaucoup de réalités derrière. Donc, comment les identifier? Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Tu voulais évoquer une question par rapport à ça, Cécile? Oui, enfin, je pense que les migrants, les gens qui arrivent comme ça chez nous, ils ont, comme on l'a dit, un gros bagage souvent. Voilà, la conférence de ce matin nous a rappelé la richesse des différences. Et il faut que nous fassions en sorte, nous, associations, que ces richesses soient présentes dans nos bibliothèques. Et pour la formation, oui. Alors, la formation, je pense qu'il faut qu'elle passe par une validation des acquis, parce qu'il y a eu autre chose avant, donc ne pas partir de zéro, comme si on ne savait pas. Et d'autre part, peut-être aussi que l'association soit une espèce de plateforme qui mette en valeur tout ce que font les bibliothèques. Parce que ce que disait Philippe à propos du fait qu'on ne sache pas qu'il y ait des cours dans les bibliothèques, moi ça me rappelle la situation de l'illettrisme. L'agence ne connaît pas ce qu'on fait dans le cadre de l'illettrisme. Elle ne nous considère même pas dans l'ensemble comme un partenaire. Donc là, on a quelque chose à défendre, on a quelque chose à mettre en place, à mon avis. Et voilà, c'est l'occasion de peut-être travailler non seulement la formation, mais comment on fait pour intégrer dans les bibliothèques des gens différents, des gens qui ont d'autres compétences. Comme disait encore une fois ce matin à la conférence inaugurale, il y a des gens qui savent pas, qui lisent pas parce qu'ils savent pas lire, ou qu'ils ont oublié, etc. Comment on fait, nous, pour faire du miel avec tout ça? Et ça, c'est l'occasion, je trouve que c'est la réflexion, c'est l'occasion d'avoir cette réflexion-là. Alors en fait, l'association a engagé des démarches auprès donc de l'OFI aussi, pour les rencontrer, pour leur présenter le projet, pour voir comment on pouvait avancer ensemble. Le mail pour l'instant, il n'y a pas trop de réponses de la part de l'OFI, mais ils sont peut-être un peu débordés, ils ont peut-être beaucoup de choses à voir. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une certification. Oui, l'idée, ce serait d'avoir une certification. Alors, tout le monde sait ce que c'est que l'OFI? Voilà, c'est l'OFI. Alors en fait, en France, pour les demandeurs d'asile, il y a deux organismes qui sont l'OFI et l'OFPRA. L'OFPRA traite l'aspect administratif et la conformité de la demande d'asile par rapport aux conventions de Genève. Et l'OFI est maintenant en charge de l'ensemble des aspects sociaux de l'accueil des personnes. Donc normalement, l'OFI doit gérer l'hébergement des demandeurs d'asile et leur survie sociale, parce que ça n'a pas d'autre qualificatif, pendant leur demande d'asile. Et ensuite, doit accompagner les demandeurs, les réfugiés, les personnes qui ont obtenu l'asile en France, doit les accompagner dans leur parcours professionnel, dans leur réintégration sociale. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'OFI, qui a priori est l'opérateur, qui nous a répondu qu'il ne savait pas trop. Voilà. Attends, Florence. Oui, excusez-moi, sur l'OFI, Florence Schreiber, je suis responsable du développement des projets pour le réseau des médiathèques de pleine commune. Il se trouve qu'effectivement, l'OFI est très sollicité aussi, puisqu'ils sont sur l'ensemble de l'accueil, notamment linguistique, de tous les étrangers qui passent par la France et qui demandent des papiers. Et ceux qui n'en demandent pas, après, il y a d'autres processus. Mais ils s'occupent de toutes les formations linguistiques et d'initiation, entre guillemets, à la vie française, avec des choses très intéressantes à aller voir, justement, comment c'est construit, en fonction de quelles valeurs. Et c'est une chose qui est intéressante à analyser pour nous, par rapport aux options qu'on peut avoir dans nos équipements, de développer des actions sur les notions entre guillemets d'intégration et d'accompagnement sur la langue française en particulier. Merci Florence. S'il y a des questions dans la salle, s'il y a des interventions, D'une manière très concrète, comme vous aviez parlé des ateliers de conversation, à la BPI, nous proposons des ateliers. Premier pas en français, ateliers de conversation pour toutes les personnes qui ne parlent pas la langue, et des ateliers de conversation au musée, qui est un partenariat avec le musée d'art moderne du Centre Pompidou,
où les œuvres sont un prétexte justement pour faire parler les gens en français. Donc les ateliers Premier Pas s'adressent vraiment à des personnes qui n'ont aucune connaissance de la langue, alors que les ateliers de conversation s'adressent quand même à des personnes qui ont quelques notions. Alors, nous ne sommes pas des professeurs de français, on est des bibliothécaires, c'est animé principalement par des bibliothécaires, enfin essentiellement par des bibliothécaires, et ce ne sont pas des cours, donc c'est vraiment un prétexte pour permettre aux gens de s'exprimer en français. Voilà. Les premiers pas, là, nous nous appuyons sur des méthodes, et l'objectif, c'est également de les rendre autonomes et de les emmener ensuite vers l'espace auto-formation de la BPI. Voilà. Voilà. Petite précision, nous recevons de plus en plus de bibliothécaires qui viennent justement à assister à ces ateliers de conversation pour pouvoir ensuite retransposer dans leur structure ces ateliers. Donc ça rencontre vraiment beaucoup de succès et nous sommes pleins à chaque fois. Voilà, tous les ateliers sont complets. Merci. Merci. Je ne voudrais pas être injuste avec mes collègues de la Bibliothèque nationale de France et du département littérature et art, mais nous avons suivi l'excellent modèle de nos amis de la BPI, donc atelier de conversation depuis un peu plus d'1 an, à peu près sur le même modèle, et donné par les bibliothécaires et autres, qui sont parfois d'ailleurs profs de français. Oui, une question. Raphaël, tu veux apporter quelques éléments dessus? Ou par rapport au documentaire? Merci beaucoup. Je veux bien avoir... Il y a une question qui m'interroge professionnellement. Je voudrais bien avoir le retour des intervenantes, intervenants, mais aussi bien sûr des collègues du public. C'est ce que Philippe, tu as évoqué en parlant du livre de Lucie Daudet. Sur l'accueil des migrants, il y a à peu près... Enfin, il y a peut-être plus, mais j'identifie deux postures différentes. Une première qui a été prise dans plusieurs bibliothèques, qui est de repenser notre travail sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, bibliothécaires dans l'accueil des migrants, comment on peut changer nos pratiques. Et bien sûr, cette approche, elle varie aussi selon la taille, les moyens et la mission de la bibliothèque. Et c'est sûr qu'une bibliothèque, on va prendre l'exemple de la BPI, ça fait complètement partie de ses missions, elle a les moyens. Si je prends mon parcours professionnel, quand j'ai quitté la BPI, je suis arrivé à la ville de Paris dans des bibliothèques beaucoup plus petites, où il n'y avait ni les moyens personnels, ni la culture professionnelle pour ça. Donc il y a la deuxième chose à faire que tu as évoquée, le partenariat avec les associations. Ce qui a un double intérêt, ça a double intérêt parce que c'est efficace et qu'elles font un travail efficace, et puis aussi professionnellement, il n'y a pas que dans l'accueil des migrants et des allophones que c'est intéressant qu'une bibliothèque travaille avec les associations. C'est une attitude assez saine professionnellement de façon générale. Maintenant, ce n'est pas si simple. C'était déjà un premier pas de changer ses pratiques professionnelles et de se dire qu'est-ce que mes compétences de bibliothécaire peuvent apporter, qu'est-ce que je peux apporter dans l'accueil des migrants. Et maintenant, c'est comment je construis un partenariat avec des associations. Alors, c'est difficile aussi parce que c'est des choses que j'ai expérimentées. Et que là actuellement je travaille à la médiathèque de la Canopée, on a rencontré la Croix-Rouge, on a rencontré Emmaüs Solidarité, on rencontre beaucoup d'associations locales. Il y a des enjeux assez difficiles, notamment on est habitué à identifier deux personnes dans les bibliothèques, l'usager et le professionnel. C'est facile, chacun dans son rôle. Nous, on est là, on est garant de l'institution, on a nos compétences et on rend un service public. Et maintenant, on va mettre au milieu le bénévole. Donc, évidemment, je suis complètement favorable à ça. Je vois pas. Mais je veux dire, par contre, ça pose la question du regard professionnel. Est-ce que c'est important pour le public de savoir que le bénévole est ou n'est pas un bibliothécaire? Quel rapport on a, nous, bibliothécaires, par rapport à lui? Quel est son statut? Voilà. Donc, je veux savoir s'il y avait des clés ou des expériences qui sont, je trouve, assez intéressantes de travail collaboratif avec les associations. Comment on met ça en place et comment ça fonctionne? Ah oui, alors c'est extrêmement difficile de travailler en partenariat. La solution, c'est la convention qui dit qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, où, etc. Et ça, alors, les associations, on sait tous comment ça fonctionne, hein. C'est sur la bonne volonté. Quand on est payé, on n'a pas le choix. Donc, je pense que c'est à la bibliothèque d'être garant
de la Convention et d'être scrupuleux, franchement, hein, parce que les associations, encore une fois, voilà. Mais ce qu'ils apportent, c'est essentiel, parce que le rapport qu'ils ont avec notamment, par exemple, les migrants, pour parler de ça, n'est pas un rapport institutionnel. Nous, on fait peur, un petit peu. Hein. Donc, il faut absolument qu'on ait des marchepieds. On ne peut pas aller en contact direct. Bibliothèque, voilà, moi j'arrive, j'ai mon offre, comme encore une fois ce que disait le monsieur ce matin. Bon, non, on doit passer par quelque chose de plus naturel. Voilà. Et à ce moment, mais il faut absolument être très, très, très carré. C'est la seule réponse que j'ai, mais alors vraiment, il faut y aller. Moi, j'aurais une réponse complémentaire. Je pense qu'effectivement, les associations permettent beaucoup de toucher la population migrante, parce que souvent, la population migrante, effectivement, a une vision de la médiathèque comme étant un endroit physiquement accessible. Généralement, il y a un texte très intéressant de Denis Merkel dans le livre d'Antonetti sur les 3 portes de la bibliothèque, en disant que les bibliothèques, en fait, ont 3 portes. Il y a une porte physique, il y a la porte du bâtiment, il y a la porte des collections. Est-ce que les collections sont ouvertes à moi? Elles me parlent. Et la 3e porte, et qui est la plus difficile d'accès, c'est le personnel. Est-ce que le personnel me parle, me reconnaît, sait qui je suis, et je vais pouvoir rentrer en dialogue avec lui? Je vous recommande ce texte qui est dans ce bouquin-là, qui est extrêmement intéressant après d'analyser nos situations professionnelles dans cette perspective des 3 portes. Quelle porte l'usager a passé? Est-ce qu'il a passé la première, la deuxième, et est-ce qu'il va arriver à ouvrir la 3e porte? Évidemment, c'est nous qui sommes responsables aussi d'ouvrir cette 3e porte du personnel. Tout ça pour dire que je crois qu'aussi, nous, ce qu'on apporte, et moi, l'expérience qu'on a notamment à Sagan, c'est que les bénévoles, par contre, se nourrissent de la réflexion que la profession de bibliothécaire a eue depuis plusieurs années sur sa posture de prescription et la posture par rapport aux usagers. Comment on transmet du savoir? Qu'est-ce que c'est que faire de la médiation sans être dans de la prescription, sans être dans du paternalisme ou du maternalisme? Comment on s'adresse à ces personnes? Parce que c'est là aussi les limites. On va pas dire du mal des associations, c'est pas le but, hein. Soyons très clairs. mais c'est vrai que parfois, il y a de la bonne volonté qui s'engage. Oui, on est une association ici, mais qui a de la bonne volonté, et que la question de la posture dans la transmission d'un savoir et dans de la formation, c'est une question que les bibliothécaires ont largement travaillé et sur lesquelles on a beaucoup bougé, je crois, ces dernières années, et qui est complètement essentiel aussi par rapport à notre rapport. On s'adresse à un public très spécifique, qui est un public d'adultes, qui est souvent un public d'adultes en formation, d'adultes qui ont des compétences, qui ont eu des parcours professionnels denses et riches, mais qui simplement ne parlent pas français aussi bien que vous et moi. Et que du coup, là aussi, il y a une posture, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas bien français que ce sont des enfants, et ça interroge beaucoup, et les bibliothécaires savent souvent beaucoup mieux se positionner que les bénévoles, qui ont parfois tendance à reproduire des schémas pédagogiques qui sont les schémas pédagogiques qu'on a reçus, nous, en tant qu'enfants, quand on était dans le système scolaire français. Et là, on s'adresse à des adultes, donc on fait de la formation d'adultes, et on n'est pas du tout... Et il faut pas recréer ce rapport, parce que là, sinon, on va vraiment à la catastrophe. Tu voulais ajouter des choses en défense des bénévoles? Juste, nous, sur la médiathèque Pierre-Vive, on est une médiathèque de consultation. Donc, on a possibilité d'avoir des moyens, peut-être plus facilement que dans une bibliothèque de prêt. Ça a été un choix où on a vraiment fait évoluer certains postes pour pouvoir dégager du temps pour travailler sur ce problème-là. Revenir sur ce que disait Cécile, la convention, ça, effectivement, moi, tout partenariat passe par une convention, et je trouve que ça garantit à tout le monde le bon fonctionnement, et ça garantit aussi, ça protège les bénévoles ou les associations, ça leur donne un cadre qu'elles n'ont pas forcément toujours. Autre chose, nous, on travaille beaucoup avec la CIMAD, en partenariat avec la CIMAD. Donc là, on est avec des permanents de la CIMAD, avec des bénévoles, et on a un partenariat autour d'un projet préscolarisation où on est en plus avec l'éducation nationale. Donc là, la convention, elle est vraiment nécessaire, incontournable. Donc voilà, ça c'était une chose. Et puis dernière chose, on travaille aussi beaucoup avec Migrants Bienvenus. Je pense que vous avez un peu partout, il y a ce type d'association. Ce sont donc des familles
bénévoles qui accueillent, qui parrainent des migrants. Et là, pour l'arrivée, la transmission avec la bibliothèque, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant parce que souvent, ces familles, ces personnes qui accueillent, ce sont des usagers des bibliothèques. Et nous, on en a comme ça qui amènent leurs filleuls. Et de ce fait, l'arrivée à la médiathèque, l'utilisation de la médiathèque est vraiment facilitée. Et on trouve ces associations un peu partout en France. On appelle, il y en a d'autres qui s'appellent Welcome aussi, les pétales Welcome. Vous les trouvez très facilement dans Info Migrants avec la liste des partenaires. Merci, il nous reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Oui. Oui, juste peut-être une réflexion en forme de témoignage. Là, on a parlé d'un accueil de migrants, je dirais plutôt apaisé, avec des dispositifs différents, des collaborations, des constructions. Il y a aussi, en tous les cas sur Paris, et je pense dans un certain nombre de grandes villes, nos collègues de Marseille doivent connaître ça aussi, un accueil de migrants qui est beaucoup plus difficile à envisager, comme celui qu'on a vécu, il y a eu plusieurs articles dans la Gazette des communes et dans la presse professionnelle, sur la médiathèque Don Quichotte à Saint-Denis, puisqu'il y a un camp de migrants qui s'est installé au-dessus entre la porte de la Chapelle et le centre de Saint-Denis. Donc c'était des centaines de personnes qui étaient installées là dans des conditions d'une précarité épouvantable, beaucoup pris en charge par des associations sur le plan du quotidien, distribution de nourriture, aide aux sanitaires, etc. Une assez grande paralysie des instances locales pour toutes sortes de raisons. Ce serait un peu trop long d'expliquer les choses comme ça, mais du coup en face de la porte de la médiathèque. Et donc les collègues, au mois de décembre, ont vu arriver des jeunes hommes au départ qui avaient plutôt une vingtaine d'années, qui parlaient un peu d'anglais, un peu d'italien, qui étaient essentiellement érythréens et qui venaient dans la médiathèque essentiellement pour se connecter à Internet, recharger leur téléphone portable, essentiellement, très peu pour les questions sanitaires d'ailleurs, ce qui nous a un peu étonnés, mais en fait ils avaient trouvé d'autres solutions. Et puis les premiers jours, ils avaient 20 ans. Les deuxièmes jours, on a vu arriver des gens un peu plus jeunes, qu'on avait plutôt 18. Et puis le troisième jour, ils avaient 13 ans. Parce que c'était ça aussi, cette réalité de l'immigration. Ils sont très jeunes et parfois très, très jeunes. Pas de filles, pas de femmes, que des garçons. Et les choses ont commencé à s'installer. Donc les collègues ont dû faire face au quotidien dans la situation, c'est-à-dire comment on accueille, comment on respecte la dignité des gens, je fais la suite de la conférence de ce matin, comment on prend en charge des personnes et non pas des migrants, des gens qui étaient là avec des besoins spécifiques qu'ils exprimaient d'une manière parfaitement claire et qu'il fallait rendre compatible avec le fonctionnement de la médiathèque. C'est-à-dire qu'on a un système aussi qui limite le nombre d'heures que l'on peut passer devant les ordinateurs. Enfin, il y a une organisation qui rentrait aussi en concurrence avec les pratiquants de cette médiathèque, les habitants du quartier. C'est un quartier à une sociologie très mixte. C'est une particularité de ce quartier de Saint-Denis où il y a des nouveaux arrivants, comme on dit, une certaine forme de gentrification relative, mais qui existe. Et puis un habitat plus traditionnel avec des personnes qui viennent aussi des fameuses 134 nationalités que nous accueillons sur notre territoire de pleine commune. Donc aussi des concurrences aussi qui se mettaient en place avec des expressions parfois un peu virulentes de la part des habitués ou des personnes qui se considéraient comme légitimes dans cette médiathèque et qui se sentaient en concurrence, notamment sur l'usage des ordinateurs, avec ces personnes qui étaient dans l'urgence de les utiliser. Donc il a fallu inventer, mes collègues ont inventé tous les jours, avec les personnes présentes, de nouvelles règles de cohabitation pour pouvoir créer cette vie en commun et du coup en produire quelque chose de positif pour tout le monde. Et je dois dire que ça a fonctionné. Alors ça a fonctionné parce que je crois que du coup on a tenté, la chaîne hiérarchique a tenté en tous les cas d'accompagner le mieux possible. En plus c'était juste au moment des vacances de Noël, enfin dans un contexte, une partie des gens n'étaient pas là, enfin c'était assez compliqué. Et dans un contexte de rétraction de nos partenaires habituels. On travaille très bien avec les partenaires de terrain, le centre social, la maison de quartier. Et là, il y a eu un effet de sidération et de peur, je crois, qu'il faut prendre en compte. Donc, ce n'est pas du tout un jugement moral de notre part, mais ça avait comme effet que, non, on ne veut pas s'en occuper, avec des propos que je vous épargne, qui nous ont complètement sidérés à ce moment-là, qui étaient simplement la peur, la crainte, et aussi parfois le fait de ne pas savoir faire, de ne pas savoir bien accueillir, et du coup, de ne pas vouloir le faire du tout, parce que c'est ça aussi que ça produit. Et donc, les collègues ont accompagné, puis les camps ont été évacués dans des conditions très difficiles pour les gens qui y vivaient, mais aussi pour les gens qui accompagnaient, parce que c'est une violence qui est bien sûr d'abord celle que vivent les gens concernés, mais aussi les accompagnants, associations qui faisaient les petits déjeuners et personnes et mes collègues qui, par exemple, accueillaient. Et il y a des liens qui se sont créés, qui sont pour certains, alors c'est maintenant
des personnes, vraiment une ou deux personnes, qui ont gardé ce lien, qui vivent ailleurs, mais qui reviennent aussi de temps en temps dans cette médiathèque, et des liens qui se sont créés au fil du temps. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre, parce que c'est des situations qui vont se recréer dans d'autres villes, dans d'autres lieux, et c'est encore une troisième forme qu'il faut trouver pour justement respecter être dans cette position d'accueil et de bienveillance. Il faut aussi que la collectivité publique accepte de le porter, parce qu'il y a un problème politique derrière ça. C'est qu'est-ce que dit la tutelle. Il y a des gens, il y a des personnes, il y a des acteurs du service public qui se donnent des missions, mais il y a aussi une tutelle qui peut décider de faire barrage au milieu de ça et d'envoyer les forces de police avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Merci Florence pour ce témoignage. Voilà. Donc c'est bientôt la fin, donc je remercie chaque intervenant pour leur participation. Et voilà, nous sommes à votre disposition si vous voulez continuer. Si le projet vous intéresse ou si vous voulez collaborer aussi à ce projet, vous pouvez, du coup, vous laissez vos coordonnées. L'association, on vous contactera pour savoir ce qu'il en est, la suite, si vous voulez participer, bref, voilà. Donc si vous voulez, on a un petit carnet, il est là, il est disponible, vous écrivez. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie chacun et puis bon congrès à vous.